Alors, chapitre 8 pour cette vidéo, vous avez vu en première qu'un aveugle qui apprend le braille utilise ses aires visuelles pour reconnaître avec le toucher les lettres, c'est-à-dire qu'il y a une certaine plasticité cérébrale. De la même manière, on va se demander comment évoluent les aires cérébrales impliquées dans la motricité au cours du temps. Et dans un premier temps, les cartes motrices, on va montrer qu'elles sont diverses et qu'elles évoluent avec l'apprentissage. Alors on a ici des cartes motrices de 4 individus qui montrent en effet que globalement la disposition de Penfield avec une espèce de bande sur le milieu du cerveau appelée aire motrice correspond pour à peu près tous les individus, même si ça s'étend quand même un petit peu chez certains. Mais on constate, par exemple, que chez celui-ci, la zone des doigts est particulièrement importante. Peut-être s'agit-il d'un pianiste. La zone du coude est également très développée et occupe presque la totalité. Alors peut-être un tennisman. Euh, enfin, on voit quelques différences au niveau des individus. Et l'on peut penser que l'apprentissage a provoqué ces modifications. Donc ici, la définition de votre livre de l'apprentissage. La plasticité cérébrale, justement, et l'apprentissage. Pour le prouver, on a fait une expérience chez des singes auxquels on a présenté de la nourriture sur un petit plateau ou sur un grand plateau. Alors le petit plateau, ils doivent l'attraper avec seulement 2 doigts à travers le grillage, enfin attraper la nourriture avec 2 doigts, alors que ceux auxquels on présente le grand plateau peuvent le prendre à pleine main. Eh bien on constate une plus grande zone correspondant aux doigts, à la motricité des doigts, chez ces singes entraînés avec le petit plateau, c'est-à-dire que la carte motrice a changé avec l'apprentissage. Alors c'est pas n'importe quel apprentissage, puisque 12 000 tests ont été réalisés, et cela confirme une plasticité cérébrale dont vous retrouvez la définition dans votre livre, page 368. La plasticité cérébrale et l'entraînement. Alors ici, nous avons une volleyeuse droitière et comparée à une coureuse, et on a mesuré la zone correspondant au muscle deltoïde, c'est-à-dire de l'épaule. On constate que l'entraînement intensif de cette volleyeuse droitière entraîne une plasticité accrue puisque la zone consacrée au deltoïde pour le bras droit est extrêmement développée par rapport au témoin qui est la coureuse qui utilise peu cette zone, et également ça un peu son aire cérébrale correspondant au deltoïde opposé. Notion 33, la comparaison des cartes motrices de plusieurs individus montre des différences importantes, c'est ce qu'on a vu dans le document précédent. Loin d'être innées, ces différences s'acquièrent au cours du développement, de l'apprentissage des gestes et de l'entraînement. Ici, on a l'entraînement comme exemple. La fin de cette définition peut aussi être représentée sous forme de ce schéma pour arriver à une diversité phénotypique du cortex moteur qui a été représenté par le document précédent. Peut-on alors récupérer après un accident, une amputation? On a vu en première les aveugles qui lisaient le braille. Est-ce que de la même façon on peut récupérer une motricité perdue? Ce qui nous amène au grand 2, plasticité et récupération. Tout d'abord, lors d'un AVC. Alors on a ici un individu qui a eu un AVC de cette zone et de ces zones-là, c'est-à-dire que son cerveau n'a plus été irrigué, c'est-à-dire qu'il n'y a plus reçu de dioxygène et de nutriments pendant un certain temps, ce qui a fait dégénérer les neurones dans cette zone. Alors la zone motrice de la main, c'est la grande zone jaune, donc une bonne partie a été lésée par l'AVC. Il y a donc paralysie de la main gauche. On constate qu'après récupération, de nouvelles aires plus centrales se mobilisent
pour l'activité motrice de cette main droite, de cette main gauche qui était paralysée, mais aussi on a une modification au niveau de la main droite par rapport à notre témoin. Donc ça veut dire que une bonne partie du cerveau, pas seulement la zone touchée, est euh, sujette à la plasticité cérébrale. C'est la récupération, notamment au travers des travaux des kinésithérapeutes, qui est en partie responsable de cette plasticité et de cette récupération. Plasticité au cours d'une greffe, cet homme a reçu une greffe des deux mains en 2000, après avoir été amputé en 96. Donc 4 ans après son amputation, on a fait une carte motrice de son cortex, enfin de son cerveau, et on a localisé la zone correspondant au coude, puisqu'il n'avait plus de main, euh, dans une zone qui normalement est une zone du visage. Donc il y a eu une plasticité suite à cette perte des mains, et une plasticité qui va se renverser au cours du temps, et surtout après la greffe des deux mains qui a été réalisée en l'an 2000, qui retrouvent leurs aires de référence, hein, les références de Penfield, retour vers le dessus du cortex, donc avant la transplantation des zones pratiquement du haut du visage, correspondant au coude. Donc le coude c'est ici chez Penfield, et puis retour aux zones correspondantes après 6 mois après l'amputation. Donc il y a bien eu, cette fois encore, une plasticité cérébrale qui explique donc aussi les capacités de récupération du cerveau après la perte de fonction accidentelle d'une petite partie du cortex moteur. Évidemment, si tout est touché, il n'y a pas de récupération possible. Enfin, une plasticité à préserver. Alors avec l'âge, la plasticité diminue. On pensait auparavant que la plasticité n'existait pas et que les neurones ne se renouvelaient pas. On sait aujourd'hui qu'il y a tout au cours de la vie une plasticité, mais qui diminue au cours du temps. Ici, la preuve avec l'apprentissage des langues chez des Américains, d'origine américaine ou pas. Alors, en fonction de l'âge d'arrivée, alors si on arrive à 3-7 ans, on a autant de chances d'apprendre l'anglais facilement. C'est pas autant de chance, c'est aussi facilement que des individus natifs. Par contre, plus on arrive tard, au plus ça diminue. Malheureusement, on n'a pas d'échelle désordonnée, peut-être 100, 30, 66 et 33, mais on n'a pas de données. La plasticité cérébrale est aussi inégale au niveau du sexe, c'est-à-dire que les hommes ont plus de neurones corticaux, tout le monde en a beaucoup, hein, puisqu'on parle en, en milliards, mais les femmes en ont un peu moins que les hommes et donc leur plasticité sera un peu moins importante. Le vieillissement dépend aussi les performances intellectuelles plutôt dépendent aussi de la fréquence de l'activité sportive. À plus de 3 fois par semaine ou moins de 3 fois par semaine, donc plus de 3 fois c'est la courbe verte, on remarque que le déclin des performances intellectuelles se fait à partir de 82 ans, 81-82 ans chez des individus qui pratiquent beaucoup de sport, alors qu'elle se fait presque 10 ans plus tôt, 72 ans, chez des individus qui pratiquent moins de sport. Donc le sport maintient la plasticité cérébrale, mais aussi l'activité intellectuelle, faire de la couture, des mots croisés, enfin stimuler son cerveau. On voit que par rapport aux témoins, si l'activité intellectuelle est faible, on augmente la diminution du score global à un test. Si l'activité intellectuelle est forte, on diminue plus de 2 fois et demi la diminution du score au test. Donc le score est bien meilleur. Enfin, l'alimentation. On a ici les flavonoïdes,
c'est-à-dire ce qu'on appelle des antioxydants que l'on trouve dans le raisin, dans le thé, dans les fruits, les légumes et aussi dans le vin qui, par les viticulteurs, est conseillé pour vivre vieux et en bonne santé. Et donc, je vous ai mis, pour ceux qui le souhaitent, un bout de l'article de Wikipédia sur les antioxydants et termine par la notion 37. Les capacités de remaniement se réduisent tout au long de la vie, de même que le nombre de cellules nerveuses. C'est donc un capital à préserver et à entretenir. Vous avez vu précédemment 3 façons de l'entretenir au mieux, ce qui amène à un schéma bilan qui est présenté page 377, dont on discutera en classe. Merci de votre attention.